Victor Castanet. Alors lui, il a fait un chambard. Hein. Moi, j'ai une anecdote. Bonjour. Je commence par une anecdote, tiens, puisqu'on parlait des chaînes d'infos. Le jour où ils ont publié un extrait de ton livre sur les EHPAD, singulièrement Orpea, un après-midi dans Le Monde, j'allais aux informés. Parce que, ah oui, vous le savez peut-être pas, tous les mardis soirs, sur France Info à 20h, il y a un journaliste de l'Humanité. Voilà, aux informés, avec Jean-François Aquili. Et ce jour-là, j'y allais, voilà. Et donc, j'entends pas parler de cette histoire tout de suite, là, enfin bref. Et puis, je vois dans le déroulé des informés, Victor Castanet, la bombe des EHPAD, etc., etc. Je lis l'article du Monde, évidemment. Enfin, c'était un extrait, d'ailleurs. C'était un très long extrait. Et en effet, c'était une bombe. Alors, me vient une première question. Mais je sais que tu t'es déjà exprimé sur ça, mais c'est pas grave. Ici, devant les amis. Comment tu as mené ce travail incroyable de révélation? Et quels ont été les freins, surtout? Vaste question. Vaste question. Bonjour à tous, déjà, je suis très content d'être là. Alors, comment j'ai commencé à travailler sur le sujet? C'est que Parce que tu as soulevé un scandale monumental, quand même. L'ampleur que ça a pris depuis la sortie du livre, je savais que c'était un sujet, je l'ai assez répété, mais évidemment qui nous concerne tous parce que on a tous des grands-parents, des parents, des membres de notre famille en EHPAD. On va malheureusement tous, il y a une chance qu'on y finisse notre vie. Donc c'est un sujet très concernant. Mais il y avait déjà eu des livres sur les EHPAD, déjà eu des émissions, des compléments d'enquête, des envoyés spéciaux. Ouais, quelques sur enquêtes ce sujet. journalistiques, ouais. Donc il y avait déjà eu des sujets. Et c'est vrai que l'ampleur qu'a pris, l'impact qu'a pu avoir le livre, à la fois au niveau médiatique, où ça a été une déferlante pendant 6 mois, au niveau politique et maintenant au niveau judiciaire, parce que j'ai fait, il y a un certain nombre d'enquêtes qui se sont ouvertes depuis la sortie du livre, par le PNF, l'autorité des marchés financiers, le parquet de Versailles, avec des moyens importants. Moi-même, j'ai été auditionné. Donc, l'enquête a dépassé tout ce qu'on pouvait imaginer. Et comment j'ai mené cette enquête? Alors, je peux te faire 1 heure, là, donc je ne vais pas faire 1 heure. Mais j'ai été alerté au départ par des membres du personnel soignant, notamment un infirmier qui s'appelle Laurent Garcia, qui a été un des lanceurs importants du livre. Il y en a eu un certain nombre, mais lui, c'est un des tout premiers. Et c'était un des salariés du groupe Orpea dans l'EHPAD de Neuilly, qui s'appelait les Bords de Seine, qui, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais qui était un des EHPAD, voire l'EHPAD le plus luxueux et le plus cher de France. C'est un EHPAD qui coûtait le prix d'entrée de gamme, le prix de la chambre la moins chère, c'était 7 000 €, et ça montait jusqu'à 15 000. Donc c'était un EHPAD qui, en gros, coûtait 10 000 € par mois. Et Laurent avait travaillé 1 an dans cet EHPAD et m'a raconté qu'il y avait un certain nombre de pratiques déjà difficilement acceptables pour un EHPAD classique, mais alors dans un EHPAD aussi luxueux, ça en devenait excessivement choquant et suspect. Il y avait des politiques de rationnement sur les produits alimentaires, par exemple, où on rationnait le nombre de biscottes le matin, où on rationnait le pain, le lait, etc. Il y avait des politiques de rationnement. Il y avait des politiques de rationnement sur les produits de santé, par exemple les protections des résidents, où les aides-soignants et les auxiliaires de vie avaient des règles strictes. C'était pas plus de 3 couches par jour. Et donc, alors même que le pensionnaire en question avait payé 10 000 € pour le mois, et il y avait des problèmes d'effectifs récurrents. Il y avait un manque d'effectifs en permanence, il manquait des postes de soignants. Et donc, il me raconte ça, ces dysfonctionnements qui sont excessivement graves. Et je suis un peu dubitatif au départ. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment un groupe qui pèse, Orpea, ça pèse 7 milliards d'euros à l'époque. C'est ce que j'allais dire, oui. C'est un énorme groupe, c'est son établissement vitrine, c'est à Neuilly. Il y a des gens excessivement fortunés et avec un certain réseau. Et donc, je trouvais, même financièrement, stratégiquement, que c'était pas malin. Et effectivement, j'ai commencé à enquêter, mais au départ avec un certain nombre de doutes. Et j'ai rencontré des soignants, des infirmiers, des auxiliaires de vie, et ensuite des familles. Et j'ai pu commencer à documenter ça. La maltraitance, les dérives, les rationnements.
Et puis, très vite, effectivement, le fait que ça se passe, malheureusement, la maltraitance en EHPAD, c'est presque un état de fait qu'on a accepté en France depuis 20 ans. C'est comme ça, il y a de la maltraitance en EHPAD. C'est un point aveugle, un non-dit, Voilà. plus exactement. Mais là, ça disait quelque chose de plus, c'est qu'on pouvait pas, et le groupe pouvait pas dire, parce que c'est souvent ce que font les groupes. En gros, c'était pas un établissement de province dans d'une petite ville à 2000 € par mois où la direction aurait pu se plaindre de manquer de financement public. Là, il y avait beaucoup d'argent. Et donc, j'avais déjà l'intuition que ça racontait quelque chose de plus. Et donc, j'ai commencé à contacter d'autres directeurs, d'autres maisons de retraite, d'abord en région parisienne et puis après partout en France. Et je me suis rendu compte que les mêmes dérives avaient lieu dans tous les établissements dans lesquels je me rendais. Et c'était des dérives qui tenaient toujours donc, à des rationnements et à des manques d'effectifs récurrents. Donc ça, c'est la première chose. J'ai compris que c'était un système. Et puis Voilà, après, c'est ce il a que j'allais fallu te demander, comprendre... ouais. Là, tu comprends que c'est un système, enfin que c'est vraiment institutionnalisé et c'est presque la colonne vertébrale de l'organisation. Ouais, je comprends que c'est un système, que ça touche l'ensemble des établissements du groupe en France. Donc ça représente 220 EHPAD et en tout 350 établissements parce qu'ils ont des cliniques, notamment de soins de suite ou des cliniques psychiatriques. Et bon, on a parlé beaucoup du scandale des EHPAD, mais il se passe la même chose dans les cliniques Orpea, c'est le même système. Tout est dirigé par les mêmes personnes au sein de la direction générale au siège d'Orpea. Et donc je me suis rendu compte, oui, que c'était un système, que ce système, il était mis en place par la direction générale du groupe au siège. C'est notamment le DG d'Orpea qui s'appelait Yves Leman, maintenant qui est parti, hein. Mais c'était le DG qui, depuis le siège d'Orpea, avec un certain nombre d'informations, il y avait énormément de reporting chez Orpea, ça veut dire qu'il y avait des flux de données qui remontaient en permanence en direct au siège, et donc la direction pouvait savoir en temps réel le nombre de soignants à la virgule de TP d'équivalent temps plein, toutes les lignes comptables sur l'alimentation, les produits de santé, les effectifs. Enfin, il y avait des choses extrêmement précises de reporting. Et c'est un directeur devant son tableau Excel plutôt qui prenait toutes ces politiques. Et donc, je me suis rendu compte que c'était centralisé et que donc les directeurs de résidence ne pouvaient pas être comptables de ces maltraitances. Ce n'est pas eux qui décidaient. Il y a eu pendant longtemps des directeurs de maisons de retraite qui avaient un vrai pouvoir, un vrai poids. C'est-à-dire qu'ils décidaient de l'embauche, de leur masse salariale, et ils décidaient de leur stock, du nombre de produits de santé, du budget alimentation. C'était eux qui décidaient. Chez Orpea, et c'est vrai dans d'autres groupes, ils ont perdu ce pouvoir-là, et ce pouvoir-là a été centralisé au siège. Donc ils ne peuvent pas être comptables des dysfonctionnements qu'on a pu constater dans les résidences. Donc ça, c'est la première chose que j'ai compris, que c'était un système. Et ensuite, j'ai compris, et il a fallu après le documenter et le prouver, ça a été très dur, mais qu'en gros, Orpea captait, je dis pas, j'essaie d'éviter le mot détourné pour des raisons juridiques, mais captait de manière irrégulière... Fais gaffe, on est filmé. Hein. Non, c'est vrai. Orpea captait de manière irrégulière une partie de l'argent public qui était alloué au groupe. Pour faire très court, tous les établissements, tous les EHPAD du groupe Orpea reçoivent des dotations publiques annuelles pour fonctionner. On leur donne entre 1 et 2 millions d'euros chaque année pour payer tous les produits de santé et une grande partie du personnel soignant. C'est-à-dire que quand vous allez chez Orpea à Neuilly et que vous avez payé 10 000 euros, en fait, vous n'avez pas payé les soignants. Les infirmiers, les auxiliaires de vie, les aides-soignants, les cadres de santé, tout ça, c'est payé par nous. C'est payé par l'ARS et les conseils départementaux. Donc, en plus des 10 000 euros d'hébergement à Neuilly, ils avaient tous les postes de soignants qui étaient payés par l'État. Donc, j'ai découvert ça, que tout ça a été financé par de l'argent public et que Orpea avait réussi à mettre en place un système extrêmement sophistiqué, extrêmement opaque, pour capter une partie de cet argent, et qu'en gros, cet argent ne servait pas en totalité aux personnes âgées, mais allait au siège. Et donc là, il y avait deux techniques. Et il m'a fallu beaucoup de temps pour les prouver, parce que presque au début, j'y croyais pas, déjà tellement c'était gros. Et ensuite, il a fallu
convaincre des administrations, parce que l'ARS ne voulait pas me donner les documents, pour voir qu'il y avait une différence entre ce que Orpea déclarait avoir dépensé comme argent public et les comptes internes du groupe où il n'y avait pas les mêmes chiffres. Et donc ce que faisait Orpea, c'est qu'Orpea déclarait à la fin de l'année aux autorités de tutelle qu'elle avait utilisé 23 postes d'aide-soignant, par exemple. Et en réalité, moi, en prenant possession de documents internes, j'ai vu que pour cette résidence, en réalité, il manquait 3 postes. 3 postes qui avaient été financés et budgétés par l'argent public n'avaient pas été mis en place. Et donc Orpea faisait défaut, et ces 3 postes-là qui n'existaient pas, et ben, du coup, reversaient l'argent au siège. Ça, c'était la première chose, c'est qu'ils enlevaient des postes de soignants, qui prenaient l'argent et qui le mettaient au siège. Et la deuxième chose, où là encore c'était une manip comptable, c'est qu'ils recevaient par exemple donc, 10 000 euros pour payer les protections des résidents, les couches. Et à la fin de l'année, pareil, ils avaient un pseudo-contrôle et on leur demandait la facture. Donc effectivement, ils avaient bien la résidence en question avait bien dépensé 10 000 euros, il y avait eu un virement, la facture. Sauf que ce que l'ARS ne savait pas, les inspecteurs des conseils départementaux ne savaient pas, et même ce que les directeurs des résidences ne savaient pas, c'est que le siège du groupe avait passé un accord avec l'ensemble de ses fournisseurs, accord national, et que les fournisseurs touchaient l'argent et ensuite reversaient une grosse partie de la somme au siège du groupe, sans que personne ne soit au courant. Donc Orpea recevait 1 000 euros pour acheter des couches, dépensait les 1 000 euros, et en fait il y avait 300 qui lui revenaient dans la poche à la fin de l'année, et ces 300 qui auraient dû être utilisés pour acheter des produits de santé. Et ces marges arrière, elles ont représenté des dizaines de millions d'euros pendant 20 ans au moins. Et ça, cette captation d'argent public qui est, il faudra qu'un juge le définisse, mais au minimum irrégulière, elle a entraîné de la maltraitance parce que nécessairement, il manquait ensuite de produits de santé et de personnel. Tu es aux Amis de l'UMA, donc forcément, je suis obligé de te poser la question. Alors, on utilise des irrégularités, non pas malversation. Ces irrégularités, après ce travail incroyable d'enquête que tu as fourni, ça vient plus d'un état d'esprit précisément proche de la malversation ou d'une quête absolue de la rentabilité, si tu vois le sens de ma question. Alors, quel est ton état d'esprit par rapport à ça? Il y a deux sujets. C'est que ces groupes-là, Orpea, Corian, Domus Vie et Doute, c'est des groupes qui effectivement cherchent une rentabilité pour rassurer notamment ses actionnaires et puis pour pouvoir emprunter plus en bourse. Et emprunter plus en bourse, ça permet de se développer à l'international en rachetant des établissements, etc. L'obsession de ces groupes, c'est évidemment de grossir, donc de rassurer ses actionnaires, donc d'avoir une politique de rentabilité extrêmement forte. Et donc, il y a une pression financière très forte et vous avez des consignes d'optimisation des coûts extrêmement violents. Par exemple, chez Orpea, le coût repas journalier est d'environ 4,20 €, entre 4,20 € et 4,50 € par résidence. C'est-à-dire que les cuisiniers chez Orpea ont un budget de 4,20 € par jour et par personne de nourriture. Ça veut dire 1 € par repas. 1 € pour le petit-déj, 1 € pour le déj, 1 € pour le goûter, 1 € pour le dîner. 1 €. C'est juste fou. Et donc, qu'est-ce qui se passait ? Moi, j'en ai eu plein des chefs cuisiniers au téléphone. Et j'en ai eu notamment à la veille de mon audition à l'Assemblée nationale parce que je voulais absolument raconter le détail des conséquences de cette politique et donc de la maltraitance. Les chefs cuisiniers me racontent qu'ils avaient donc ce budget d'1 € par repas, par résidence, et qu'il fallait donc peser tout se jouait au gramme près, et qu'il fallait rationner parce qu'ils n'avaient pas assez. Et donc, ils m'expliquaient que par exemple le soir, ils ne pouvaient pas donner à leurs pensionnaires un steak haché entier, ils le coupaient en deux, sinon ça ne rentrait pas dans leur budget. Et donc il y avait comme ça des résidents qui pesaient 85 kilos, qui se retrouvent à manger un demi-filet de cabillaud ou un demi-steak haché. C'était ça le sujet, c'est qu'il n'y avait pas assez de nourriture et qu'il n'y avait pas assez d'apport en protéines. Donc qu'est-ce qui s'est passé un jour chez Orpea ? Il y a eu des taux de dénutrition anormalement élevé. Donc la direction s'en est inquiétée parce que c'est pas bon ni pour l'image ni pour le business. Donc elle a dit qu'est-ce qu'on fait ?
là, elle s'est dit, elle a réfléchi à plusieurs solutions. Elle a commencé à mettre en place, y rajouter du kiri dans les soupes. Ça permettait d'avoir des apports en protéines pas trop chers. Donc ils ont fait ça pendant un temps, mais ça coûte quand même de l'argent, le kiri. Et donc, à partir de 2016 à peu près, ils ont trouvé une autre solution, encore plus maligne. C'est qu'ils ont découvert un produit qui s'appelle Protipulse, qui est une poudre hyper protéinée que vous allez rajouter, pareil, dans la soupe, dans les aliments, et c'est remboursé par la Sécu. C'est qu'en gros, ils avaient tellement rationné la nourriture qu'il y avait des problèmes de dénutrition, et pour pallier à ça, sans payer plus, ils faisaient payer par la Sécu de la poudre hyper protéinée. Donc ça leur coûtait pas plus cher. C'était paradis pour eux. Donc ils ont fait ça. Et un des chefs cuisiniers me raconte, notamment pendant le Covid. Pendant le Covid, donc il manquait de personnel. Toujours dans les établissements d'Orpea, il y avait un manque d'effectifs chroniques qui s'est accentué encore plus pendant le Covid parce que les résidents mangeaient plus en salle commune mais dans les chambres. Et donc les taux de dénutrition ont explosé. Et un des chefs cuisiniers me raconte qu'on l'a obligé à mettre 2 poids de Protipulse, cette fameuse poudre, dans les soupes le soir, pour être sûr qu'il y ait assez d'apport en protéines. Donc il a fait ça, sauf, me dit-il, qu'il s'est rendu compte que la soupe, ça devenait une sorte de gloubi-boulga infect, que ça sentait l'œuf pourri. Et donc, il m'a raconté comment il amenait la soupe aux résidents et qu'en gros, le soir, les plateaux repartaient intacts, parce que les gens mangeaient plus. Et donc, à ce moment-là, notamment pendant le Covid, il y a eu des syndromes de glissement nombreux et des décès. Mais est-ce que ça, c'est de la maltraitance? Est-ce que c'est des homicides involontaires? Qui est responsable? Est-ce que c'est le cuisinier ou c'est celui qui a mis en place la politique de réduction des coûts au siège du groupe? Donc ça pose beaucoup de questions juridiques. Mais toujours est-il que chez Orpea, il faut distinguer 2 choses. Il y a les politiques de rationnement, d'optimisation des coûts, qui sont propres à différents niveaux à l'ensemble des grands gestionnaires d'EHPAD. Et puis, il y a les grosses irrégularités comptables et financières, où là, je pense qu'il y en a peu qui ont osé aller aussi loin. Parce que là, il y a ce qui est moral et il y a ce qui est légal. Il y a des groupes, et je pense que cette enquête a questionné tout le secteur, il y a des groupes qui vont devoir changer leur politique, notamment sur la gestion de l'alimentation, des stocks, des produits de santé, etc. Et puis il y a des groupes qui avaient des pratiques illégales. Donc c'est 2 choses différentes dans le cas d'Orpea. À quel moment, au fil de ton enquête, la direction d'Orpea, pour les qualifier ainsi, se sont aperçus que tu préparais quelque chose d'important sur leur mode de gestion? Et est-ce que tu as subi des pressions à ce moment-là? Alors, tu me vois venir. J'ai eu un avantage de taille que j'ai perdu aujourd'hui, c'est que j'étais discret. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais 31 quand j'ai commencé. J'étais un pigiste indépendant. Je faisais pas partie d'une grosse rédaction. Je pense qu'ils m'ont sous-estimé. Enfin, je pense qu'ils se sont dit, bon, il y a envoyé spécial, il y a complément d'enquête, il y a cash. C'est pas un petit journaliste pigiste indépendant qui va nous faire peur. Donc pendant longtemps, ils m'ont laissé travailler. Puis quand ils ont commencé à se rendre compte que j'avais contacté beaucoup de monde, et notamment des gens à haut niveau, parce que moi je contactais des gens, il y a certains acceptaient de me rencontrer, acceptaient de me parler, de me transmettre des documents, et puis il y en a d'autres parfois qui sont allés alerter la direction. Et à ce moment-là, oui, ils ont essayé par plusieurs moyens de stopper l'enquête. Ils ont appelé, avant que je fasse ce livre pour la maison d'édition Fayard, je le faisais pour un grand quotidien, je faisais cette enquête pour un grand quotidien national qui a été contacté par Orpea, qui s'est plaint, qui a expliqué que je refusais de rencontrer la direction du groupe, qui a expliqué que je menaçais un certain nombre d'interlocuteurs pour qu'ils me répondent, etc. Enfin, ils ont essayé de me savonner la planche. Et plusieurs fois, ils m'ont envoyé des mails pour me menacer, notamment de poursuites,
en m'expliquant que c'était un sujet excessivement complexe et qu'il fallait surtout pas que je fasse d'erreur. Il y a eu ces tensions tout au long du livre, après pendant 2 ans. Et un certain nombre des personnes que j'avais pu contacter ont subi des pressions, des intimidations de la part du groupe à l'époque. Effectivement, j'ai des personnes que j'avais vues pendant 3 ou 4 rendez-vous qui m'avaient transmis des documents compromettants et puis qui me répondaient plus du jour au lendemain. D'autres qui annulaient le rendez-vous la veille. D'autres qui avaient été, me disait-il, contactés par le groupe avant que je les appelle. Et donc, oui, beaucoup de personnes ont été dissuadées de parler, mais le fait que ce livre sorte et qu'il y ait tant de preuves pour documenter des fraudes, ça montre sûrement aussi que c'était la fin d'un système. Moi, j'ai pu faire ce livre. Il y avait avant des aides-soignants, des auxiliaires de vie qui parlaient, mais ça ne fait pas tomber un système. Il fallait qu'il y ait des cadres dirigeants. Moi, j'ai eu des sources qui étaient membres du COMEX, donc qui étaient tout en haut du groupe, dans le top 10 du management. Si ces gens-là ont parlé, c'est parce que, oui, ils ont pu constater à quel point ce système pouvait être maltraitant. Et je pense que c'est d'ailleurs le cas. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont parlé, qui ont participé à ce système pendant des années et qui, après avoir quitté le groupe, ont fait des séances de psychanalyse pendant des années ensuite, ou des dépressions graves, parce que ils ont participé à un système qui allait à l'encontre de leurs valeurs. Parfois, ils s'en sont rendus compte alors qu'ils étaient encore dans le groupe, d'autres fois trop tard. Donc ça a été, pour certaines personnes, traumatisant. Ouais. Mais oui, j'ai eu ce genre d'intimidation, ou moi, ou mes sources. Tous les gestionnaires privés d'EHPAD sont désormais sous surveillance, on va dire. Et les scandales vont s'accumuler, probablement, au fil des révélations. Est-ce que tu t'attendais à un tel écho, pas médiatique, cela va sans dire, mais aussi politique et judiciaire? Commission d'enquête parlementaire, etc., etc. Tu as été auditionné, bref. Et est-ce qu'il y a une possibilité pour que la justice s'en empare très très loin, sans que tu te mettes en difficulté? Alors, est-ce que je m'attendais? Quand tu es journaliste, toute ta vie, tu rêves d'écrire un livre, une enquête qui puisse avoir ses répercussions. C'est inimaginable. Moi, même les jours précédents, quand le livre était bouclé, je savais que j'avais des éléments importants juridiques qui allaient nécessairement entraîner des plaintes. Ça ne pouvait pas être autrement. Mais tu ne sais jamais l'impact que ça peut prendre, parce qu'il faut, pour qu'il y ait cet impact et qu'il y ait cette pression sur les politiques, il faut que les médias s'en emparent, il faut que les gens, la société soit touchée, et donc il faut arriver jusqu'à elle. Et là, c'est un ensemble de facteurs. Il faut que ton livre ait des éléments de preuve fortes, il faut que ton enquête et la manière dont tu la racontes capte les gens. Et puis, il faut, au milieu de tout ça, de la chance. C'est-à-dire, nous, on est sorti, le livre a été publié à un moment où on parlait moins du Covid, ça descendait. On était au début de la campagne présidentielle, donc c'est devenu un des premiers sujets de la campagne présidentielle. Et c'était avant la guerre en Ukraine. Peut-être un mois après, il n'aurait pas eu cet effet de souffle. Donc, non, c'était impossible de m'y attendre. Et après, est-ce qu'il va avoir des suites judiciaires? Aujourd'hui, il y a déjà... Alors, l'impact, il a été évidemment médiatique. Il a été aussi dans les résidences parce que, de ce que je sais et des témoignages que je reçois tous les jours, la plupart des établissements en France, en ce moment, ils se tiennent tous à carreau. Ils savent très bien que les projecteurs sont braqués sur eux et que s'il y a des dysfonctionnements, il y aura des enquêtes. C'est ce que j'appelle sous surveillance. Ouais. Donc il y a eu ça. Et puis oui, au niveau judiciaire, je pense que ça ira assez loin. Parce que le groupe est l'objet d'une plainte de l'État pour détournement d'argent public, très nombreuses plaintes de salariés et de familles pour maltraitance, plaintes de syndicats, notamment la CGT, pour discrimination syndicale, fraude aux élections professionnelles, etc. Et maintenant, ils ont même des plaintes de la nouvelle direction qui a porté plainte contre l'ancienne pour abus de biens sociaux, notamment, parce que ils se sont rendus compte, notamment les actionnaires du groupe, qu'eux-mêmes s'étaient fait flouer par l'ancienne direction. Donc non, je pense que ça va aller loin et que
et que les forces de l'ordre, les enquêteurs que j'ai vus, je vois qu'ils sont mobilisés, qu'ils y mettent les moyens et tout. Après, la vraie inconnue aujourd'hui, et ce qui va être fondamental dans les mois qui viennent, et c'est pour ça que moi je continue à porter ce sujet, notamment à la fête de l'UMA, où j'étais aux journées d'été LFI, aux journées d'été écolo. Il y a un moment dans ma vie, il va falloir que je passe à autre chose, et dans mon travail, je le fais déjà, mais je sais qu'aujourd'hui, là, dans les 6 mois qui viennent, c'est un moment fondamental pour faire pression encore sur les politiques pour qu'ils fassent une loi qui encadre le secteur. Et que ça, il y a eu cette pression très forte des médias, de la société. Il y a quelques politiques qui vraiment, sincèrement, se sont engagés, mais il y a malheureusement beaucoup de sujets. L'actualité, une actualité chasse l'autre, et les Français, et vous les premiers, vous êtes aussi touchés par la hausse du pouvoir d'achat et des prix de l'énergie, et donc les politiques, ils peuvent vite passer à un autre sujet. Moi, ce sujet, je pense qu'il est fondamental pour 1000 raisons, parce que quand il y a ces groupes-là et ces dérives-là qui perdurent, il y a de la maltraitance quotidienne pour des milliers de personnes âgées. Et ça concerne toutes les familles, en vérité. Ça concerne toutes les familles. C'est depuis quasiment 30 ans qu'on parle de cette maltraitance et qu'il n'y a rien qui est fait pour encadrer le secteur. Et tout ça se fait au détriment des personnes âgées, des salariés qui vivent quand même dans des conditions de travail absolument indignes, et de l'argent public. Parce que Orpea, il y a eu des dizaines de millions, voire des centaines de millions d'euros qui ont été captés sur de l'argent public et qui a profité globalement à 20 personnes. Les actionnaires en ont profité, bien sûr, mais moi, ce que je raconte, les malversations sur l'argent public, ça a profité à une équipe dirigeante extrêmement restreinte qui a récupéré cet argent, notamment avec des sociétés basées à l'étranger et qui captaient l'argent du groupe. Donc, non, je pense qu'au niveau judiciaire, il va se passer des choses. Maintenant, au niveau politique, je vais tout faire, moi, personnellement, pour qu'il se passe quelque chose. Dernière question. Je pense que c'est le cas de quasiment tous les politiques au moment de la réaction et de la réception du livre choc. Tout le monde est d'accord pour dire, en gros, pas de rentabilité sur la vie de nos parents et de nos grands-parents dans les EHPAD, etc. Bon, on a compris le truc. Est-ce que toi, désormais, tu as la conviction qu'il faut sortir les EHPAD du marché, entre guillemets, au sens large du terme, et d'une certaine manière du privé aussi? Je dis ça parce qu'il y a beaucoup de politiques qui le revendiquent désormais haut et fort, et donc avec une loi qui donnerait des moyens aussi, parce que dans les EHPAD publics, c'est pas toujours la joie non plus, hein. Alors, moi, je me refuse en tant que journaliste à répondre à cette question sur la fin du privé lucratif. Je pense que c'est le rôle des partis, des syndicats, si vous voulez, d'ensuite relayer des faits que publient les journalistes, mais c'est pas mon rôle, parce que d'abord, dans mes sources, il y a des gens de gauche, d'extrême gauche, du centre, de droite, il y a de tout dans mes sources. Et moi, je suis d'une certaine manière, non pas leur porte-parole, mais leur porte-voix. Et donc, je fais attention à être le plus neutre possible. Ce que je peux te dire, en revanche, factuellement, et c'est une chose que j'ai dit à l'Assemblée nationale, c'est que je pense que non pas le privé lucratif, mais les sociétés cotées en bourse ne doivent pas gérer des personnes vulnérables. C'est un début de réponse. Et dépendantes. Et j'y ai réfléchi de nombreuses fois pendant mon enquête, et je me souviens, c'est une anecdote que j'ai racontée à l'Assemblée nationale, mais ma mère m'avait dit à l'époque, est-ce que tu mettrais, j'ai une petite fille maintenant qui a 4 ans, mais à l'époque elle avait 2 ans, est-ce que tu mettrais ta fille de 2 ans dans une crèche cotée en bourse? Non. Personne, qu'on soit de droite, Très bonne remarque. Très bon argument. Personne, parce que au fond de vous, vous savez que des êtres humains vulnérables, comme une petite fille de 2 ans ou un monsieur Alzheimer de 90 ans, il ne peut pas être dans une société cotée en bourse qui nécessairement va avoir 2 injonctions contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, elle va devoir répondre à des exigences de rentabilité de ses actionnaires qui passent nécessairement par une pression financière quotidienne sur tout un ensemble de produits utilisés au quotidien. J'ai raconté tout à l'heure sur les rationnements sur l'alimentation, etc. et sur les effectifs. Et de l'autre côté, vous avez une autre injonction qui absolument pas, qui est totalement contradictoire, qui est de prendre soin et de gérer la qualité de la prise en charge
des personnes âgées. Donc je pense que effectivement, une société cotée en bourse doit sortir de ce champ-là. Ce qui ne veut pas dire que je suis que je suis pour la fin du privé en général dans le secteur. Il y a des boîtes privées, mais qui ne sont pas cotées en bourse, qui sont à taille humaine, avec 20 établissements, etc., qui arrivent à avoir des politiques pour faire des économies d'échelle sur les produits et qui arrivent à avoir des vraies politiques de qualité. Mais oui, sur les sociétés cotées en bourse, je pense qu'il y a un vrai problème à ce que ça continue à être dans le secteur. Je crois qu'on n'a pas fini d'en parler. Maintenant, la place est à la justice, mais surtout aux politiques. Victor Castanet, merci. Si vous n'avez pas lu Les Fossoyeurs, édition Fayard, est-ce ainsi que vivent nos parents et nos grands-parents? Un grand merci, Victor, et félicitations pour ce travail, vraiment. Merci.